Gide et de la postérité de ce roman. Dans un premier temps, nous nous interrogerons sur la réception du roman de Gide à son époque. D'abord, il a subi un certain nombre de critiques. En effet, il y a eu une véritable campagne de presse contre ce roman. Marcel Arlan dit lui-même « Je le vois attaqué d'un peu partout ». Parmi ses détracteurs, il en est de qualité assez basse. Donc il est violemment attaqué pour plusieurs raisons. D'abord, les attaques vont directement contre Gide, contre sa personne. On lui reproche une certaine perversion. On lui reproche de faire l'apologie du vice dans son roman, tout cela à cause de son homosexualité. André Billy dit que son œuvre est désagréablement immorale et qu'elle relève de la correctionnelle beaucoup plus que de la littérature. André Terrif parle de vice ainsi que Henri Martineau. Les attaques sont donc violentes contre l'homosexualité de Gide, mais aussi contre le caractère récurrent de la provocation. On lui reproche d'être un provocateur et surtout de le faire à répétition dans ses deux œuvres qui précèdent Les Faux-monnayeurs, Corydon et Si le grain ne meurt. Robert Honner dit qu'il est incapable désormais de parler d'autre chose de sa vie et de ce qu'il a tué pendant des années, c'est-à-dire son homosexualité. Donc on lui reproche son homosexualité, mais aussi le fait d'en parler à plusieurs reprises dans plusieurs œuvres. Des reproches aussi contre le roman. On lui reproche de faire un roman qui est trop intellectuel, avec des personnages trop abstraits, trop allégoriques. On pense qu'il a une volonté trop démonstrative. C'est entre autres, ce que pense Edmond Jaloux. Les reproches aussi vont contre le roman parce qu'on le juge trop complexe. Un certain nombre de critiques le jugent trop foisonnant et ils pensent que finalement ça devient difficile de déterminer le véritable sujet du roman et d'en raconter l'histoire. Les opposants sont très nombreux, vous en avez une liste ici. Ce sont des journalistes qui interviennent dans plusieurs revues ou journaux et ils sont loin d'être tous présents sur cette liste. Ça ne veut pas dire qu'il ne subit que des critiques. Beaucoup de critiques ou de journalistes, au contraire, font des louanges. La NRF en particulier, que Gide connaît bien, mobilise certains auteurs pour défendre le roman. C'est le cas d'Henri Hertz qui juge le roman foudroyant, féerique, ou Ramon Fernandez qui dit que M. Gide est toujours original et profond. Donc il est défendu par ses collègues de la NRF. Les gens qui apprécient son roman considère que justement c'est un roman intellectuel et que c'est une bonne chose. Thibaudet juge l'auteur intelligent et il dit que son livre est parfaitement réussi. On aime donc l'intellectualité qu'il y a dans ce roman, mais aussi certains aiment le jeu des personnages. Emmanuel Buenzod considère que ce sont des êtres qui s'affrontent, qui s'épient, qui se cherchent et que finalement c'est très intéressant. Certains considèrent que la composition de l'œuvre est très savante, que le roman est très bien composé. On apprécie également l'alliance qu'il y a entre le fond et la forme du roman. Louis James Desrivaux dit « L'esthétique formelle d'André Gide s'accorde avec son esthétique intellectuelle et morale ». Le dernier point positif, c'est évidemment le style de Gide qui est unanimement reconnu, même pour ceux qui détestent le reste du roman. Kant dit de lui que c'est un style son style est un des éléments les plus certains de la durée de son œuvre. Donc beaucoup de qualités pour ce roman également. Alors Gide, comment réagit-il face à tout cela ? Face aux attaques, il n'est pas vraiment surpris, il est habitué aux critiques. D'abord à cause de son succès, de sa notoriété, qui fait forcément naître la jalousie, et puis parce qu'il se doutait que son livre ferait l'objet d'attaques. Il n'est donc pas surpris. Il est quand même affecté par certaines critiques, surtout par celles qui sont faites par des amis, comme la libraire Adrienne Monnier. Dans son journal, Gide rappelle cette conversation qu'il a eue avec elle, et les reproches qu'elle lui a fait sur la froideur et la méchanceté de ce livre. Il répond « Je ne sais que dire, que penser ». Donc il est atteint. Cependant, globalement, il reste confiant. Il écrit dans son journal, quelque temps après la publication du roman, que finalement, ses adversaires s'obstinent à voir dans Les Faux-monnayeurs un livre manqué, mais qu'on disait la même chose de L'éducation sentimentale de Flaubert ou des Possédés de Dostoïevski. Donc il est sûr qu'on lui reconnaîtra un certain talent dans quelques années. Il est même réconforté par certains commentaires comme celui d'Henri Bidou. Donc l'œuvre est plus ou moins appréciée, en tout cas, elle va forcément marquer la postérité.
Quelle est la réception du roman donc après la mort de Gide? De plus en plus d'études vont lui être consacrées. On étudie beaucoup le roman bien après la mort de Gide et de nombreuses qualités vont lui être repérées. Vous en avez certaines ici qui sont celles repérées par Germaine Bray, donc après la mort de Gide. Mais il y aura bien évidemment des critiques qui vont persister. François Mauriac ne va pas être tendre avec Gide. Il écrit « Je persiste à penser que Les Faux-monnayeurs sont un très mauvais livre, un livre raté s'il en fut. Tout ce qui était volontaire chez Gide était mauvais. » Julien Gracq, en 67, va lui reprocher un manque de cohésion donc dans son roman. Donc il y aura toujours quelques critiques, mais on va quand même lui reconnaître de nombreuses qualités et surtout, on va mieux comprendre au fil du temps ses intentions. Les Faux-monnayeurs vont être alors un roman qui va avoir une véritable influence. Une influence d'abord sur le mouvement littéraire du nouveau roman. Ce roman annonce effectivement l'émergence du mouvement du nouveau roman, par trois caractéristiques principales. La spécificité de l'écriture romanesque, le fait que Gide considère le roman comme une recherche, une expérimentation, et aussi parce que le roman de Gide est complexe, très riche mais aussi très complexe. Toutes ces caractéristiques, on les retrouve dans les nouveaux romans. Et en particulier, ce qui est signalé par Jean Ricardou, c'est-à-dire le principe de la mise en abîme. Les auteurs du nouveau roman vont alors s'inspirer du roman de Gide, et d'ailleurs ils portent sur lui un regard positif. Michel Butor souligne l'intérêt des recherches structurelles et de la mise en abîme utilisée par Gide. Rob Grillet également juge positivement ce roman. Et puis, même Jean-Paul Sartre va dans une préface qu'il écrit pour un roman de Nathalie Sarraute, qui est un auteur du nouveau roman. Il va donc faire allusion à ce roman Les Faux-monnayeurs en précisant qu'il s'agit d'un anti-roman. Donc, c'est un roman qui va influencer l'émergence donc du nouveau roman. Mais les Faux-monnayeurs vont aussi influencer le roman moderne. Ils ont ouvert la voie au roman contemporain. Vous avez ici une liste de caractéristiques essentielles, fondamentales qu'il faut retenir. Si les Faux-monnayeurs annoncent le roman contemporain, c'est d'abord parce qu'ils contestent le romanesque, les solutions proposées par le réalisme dans le roman. Ensuite, c'est parce que les Faux-monnayeurs ont comme sujet central les problèmes de l'écriture d'un roman. Et ça, c'est très moderne. Les Faux-monnayeurs également mettent au premier plan les problèmes de point de vue, d'écriture. Ils mettent en évidence l'importance de la voix du narrateur et de l'énonciation. Ils demandent au lecteur de jouer un rôle actif, d'enquêteur, de collaborateur. Et puis, les Faux-monnayeurs proposent des réflexions sur le roman, et ces réflexions rappellent les théories du nouveau roman. Et dernière chose, les Faux-monnayeurs, Gide utilise des ressources de la subjectivité, il multiplie les points de vue et ça c'est très moderne également. Donc tous ces aspects-là font des Faux-monnayeurs un roman très moderne qui annonce les romans contemporains. Alors évidemment, de nombreux romans s'inspirent des Faux-monnayeurs. Donc en 1928, très peu de temps après l'écriture des Faux-monnayeurs, Aldous Huxley va s'en inspirer dans Contrepoint. Vous avez les caractéristiques ici. Thomas Mann un petit peu plus tard, donc Dr Faustus ou bien dans Les Confessions du Chevalier d'Industrie, Félix Krull. Léon Bopp également, et puis bien sûr, plus connu peut-être, Claude Simon, les Géorgiques, Georges Perec, ou bien les œuvres de Samuel Beckett. Donc on voit que les Faux-monnayeurs ont véritablement bouleversé le roman contemporain. Il a vraiment été à l'initiative des romans qu'on peut lire aujourd'hui. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la postérité, l'héritage finalement des Faux-monnayeurs dans notre littérature.